à quel prix la concurrence vend son service. On peut avoir une méthodologie ultra innovante dont on arrive à montrer la plus-value par rapport à la méthode utilisée traditionnellement dans certains cabinets, par exemple en psychologie. Seulement si la prestation, au bout du compte, elle est 20 fois supérieure en prix, est-ce qu'on trouvera un client? Donc, il ne suffit pas non plus parfois d'identifier le caractère vraiment innovant. Il faut aussi être dans un rapport prix-avantage qui soit acceptable. Et puis, on va être amené donc, à faire des analyses fonctionnelles qui vont nous amener à nous poser vraiment les questions dans quel but, quel service on veut rendre, à qui on va s'adresser. Donc, vraiment de faire des sortes de séances de créativité pour vraiment arriver à avoir une idée assez claire sur à qui on veut s'adresser, qu'on recherche un partenaire pour faire un transfert ou qu'on envisage peut-être une création d'entreprise. Cette question, elle va être essentielle. C'est quoi la cible ? On a eu justement sur l'équipe de STAPS, ils ont fait tout un travail sur la modélisation du mouvement et du coup ils avaient mis en place un certain nombre d'outils basés sur des capteurs dans une montre qui pouvaient être utilisés non pour des applications sportives pour mesurer la performance. Et puis très vite on s'est rendu compte que dans les magasins de sport on trouve des outils certes infiniment moins performants que ce qu'ils avaient développé, mais à 50 €, où eux, à minima, ils étaient à 1 000 €. Bon, on leur a dit, voilà, avant de réussir à s'imposer sur un marché aussi concurrentiel, et du coup, on a retravaillé sur quelle peut être la cible, en ciblant sur des populations totalement différentes, plutôt seniors, dans des pathologies médicales bien définies. Et là, il y a peut-être des opportunités, parce que ça sera un marché de niche très spécifique. Quels seront les arguments pour se différencier? Quel est l'avantage incontournable du produit, du service par rapport à la cible que vous visez? Et puis également, pour comprendre comment on va essayer de susciter l'intérêt pour le projet, pour reprendre des terminologies un petit peu plus marketing, B2C ou B2B, c'est-à-dire on va vendre à d'autres professionnels ou on va vendre à un consommateur final. Là aussi, on va raisonner totalement différemment. Quelle va être la motivation d'achat? Qui, dans l'organisation, quand on veut travailler avec des partenaires, entreprises ou collectivités, qui a le pouvoir de décision dans l'entreprise, dans l'organigramme? Très souvent, on va discuter, nos chercheurs, et c'est tout à fait normal, vont discuter avec le service R&D de l'entreprise. Mais au final, elle est où la prise de décision définitive? Donc, beaucoup de questionnements qui sont là aussi très loin donc, du cœur de métier du chercheur. Et l'objectif maintenant, c'est de vous faire travailler. Alors, voilà, on est relativement nombreux et la salle s'y prête peut-être pas, mais je ne doute pas que vous allez jouer le jeu. De vous faire travailler, j'ai pris 3 cas avec un intitulé extrêmement lapidaire. 3 cas réels sur lesquels que l'on accompagne à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est de vous faire un petit peu réagir sur, à votre avis, comme ça, à chaud, qu'est-ce qu'on peut imaginer mettre en place, quelle stratégie de valo a pu être mise en place. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur les étapes de ce qui a été mis en place réellement et je vous dirai où on en est aujourd'hui. On part comme ça ? Donc, très rapidement, on part de travaux de recherche en évaluation des politiques publiques avec une publication sur le triptyque conception, évaluation, réforme. Donc, à qui ça peut servir? Alors, si vous aviez à rechercher des partenaires, vers qui vous pourriez vous tourner? Comment ça peut se protéger? Et comment ça peut se transmettre à un partenaire? Allez-y. Je vais commencer et puis mes collègues vont compléter. Donc, c'était sur les politiques publiques. On a l'évaluation des politiques publiques. Et donc là, on avait plusieurs cibles possibles. On s'était dit, soit ça peut être un cabinet de consultants. Et à ce moment-là, je continue sur les questions. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on allait transmettre, c'était une méthodologie.
Et évidemment, en termes de protection, les questions se posaient alors on a dit tout de suite, premier accord de confidentialité dès les premières discussions. Une sorte de droit d'exclusivité aussi, c'est-à-dire qu'il y ait obligation, alors soit alors via un logo, via aussi peut-être une personne du labo, qu'il y ait un engagement en fait, qu'à chaque fois qu'on utilise cette méthodologie, le labo soit bien visible, même s'il y a eu cet accord avec le groupe de consultants, pour qu'il y ait toujours un lien fait avec le laboratoire, que ce ne soit pas une sorte de produit vendu une fois pour toutes et puis qui se détache complètement du travail de l'université. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses pour les consultants. Alors ça, c'était une des cibles possibles. Une autre cible, c'était par exemple les communes, en se disant qu'elles pouvaient être intéressées par ce type d'évaluation et de travail. Alors là, il y avait 2 scénarios possibles. Soit le support qui pouvait être utilisé à ce moment-là, ça pouvait être par exemple un site web. Alors avec une licence, donc la commune pourrait utiliser ce site web et, entre guillemets, le remplir avec ses propres données, ses propres besoins, contre des royalties. Une autre version, ce serait qu'il y a un accès gratuit au site web, avec souhait, évidemment, avec la possibilité, avec un coût, alors à ce moment-là, d'être accompagné, que la commune soit accompagnée pour utiliser ce site. Alors dans les 2 cas, pour les communes, ce qui pourrait être discuté, c'est qu'il y ait un accès aux résultats pour qu'il y ait donc un feedback qui revienne toujours au niveau du laboratoire et que donc le travail qui est accompli dans les communes puisse nourrir finalement la démarche et la méthodologie du laboratoire en l'occurrence. Donc vous êtes parti sur 3 pistes. Dis donc, beau travail. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que nous, on a mis en place sur ce projet. Donc vous avez finalement une solution où vous êtes dans une relation avec un autre professionnel qui, lui, est celui qui, en général, va répondre à de la commande publique. Puis vous avez 2 autres situations où vous vous adressez directement à la commune en vous disant que c'est elle-même qui va mettre en œuvre cette méthode d'évaluation. Donc, effectivement, donc, sur ce projet-là, la première étape, on a travaillé avec des chercheurs en économie qui ont mis en place une méthode originale d'évaluation avec une sorte de boucle vertueuse, on en parlait à l'instant, sur conception, évaluation, réforme et des allers-retours entre les différents items. Bon, l'objet n'est pas de rentrer dans le détail de la méthode. La première étape, ça a été de bien articuler ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les publications et la protection d'un minimum d'éléments secrets dans l'exercice et la mise en œuvre de la méthodologie. Donc là, ça a été un travail assez fin avec les chercheurs qui, très tôt, et ça c'est un élément important sur ce projet, très tôt sont partis dans l'idée qu'ils avaient le souhait d'éprouver leur méthode sur des cas concrets à grande échelle. Donc très vite, en fait, sur ce projet-là, qu'ils ont mené en parallèle avec des travaux beaucoup plus fondamentaux et plus classiques en termes de diffusion des résultats, ils étaient sur cette idée, on veut essayer d'avancer et surtout d'avoir des terrains à grande échelle pour tester notre méthodologie. Donc formaliser le savoir-faire, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, il faut l'identifier, il faut que ce soit des éléments secrets, donc tout ne peut pas être publié, et il faut qu'on puisse être en capacité de le transférer, c'est-à-dire notamment de le rédiger pour qu'il puisse être utilisé par un tiers. Donc ça a été la première étape. Et là, on a utilisé ce qu'on appelle, nous, une enveloppe solo qui, pour vous, est un e-dépôt, c'est ça ? Donc, on est sur du droit d'auteur, qui, par définition, donc, on n'est pas du tout dans des protections type brevet. L'enjeu pour le droit d'auteur, c'est notamment d'être capable de dater la création du résultat, de la production par l'auteur. Et donc, l'enveloppe solo nous sert avant tout, si on se rend compte, par exemple, qu'un tiers utilise la méthode, à un moment donné, d'être en capacité de lui dire « cette méthodologie, elle a été développée par tel chercheur, on en a la
preuve tangible, à telle date, on avait la méthodologie qui était identifiée. C'est l'enveloppe Solo, je pense que pour vous, c'est un peu le même système. C'est en fait transmis à l'Institut de la propriété industrielle. Et puis, il y a un système de perforation, peu importe, mais en tous les cas, c'est une preuve, notamment dans des contentieux ou des différends qu'on essaye de régler à l'amiable, mais sur des questions de plagiat, par exemple, ça permet d'être un petit peu plus à l'aise que quand on n'a même pas un élément pour prouver la date. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail de recherche de partenaires. Donc l'idée sur laquelle vous êtes partis, avant tout, c'est les collectivités territoriales, les villes, les communautés de communes qui peuvent être intéressées. C'était bien l'idée de départ. Et une des choses qui a été faite, en France, on a le Congrès des maires de France. Ça ne vous a pas échappé qu'on était les spécialistes du nombre de communes en France. Donc le Congrès des maires de France, c'est une vaste kermesse qui regroupe des dizaines de milliers de personnes sur une semaine à Paris. Et donc les chercheurs et un collège chargé de Valo sont allés 2 années de suite au Congrès des maires de France avec leur offre de compétences, prendre des contacts dans l'idée de travailler avec des collectivités territoriales. Et puis en fait, dans ces congrès, vous avez aussi beaucoup d'acteurs de l'accompagnement qui sont là. Et c'est au cours de la deuxième visite à ce salon qu'ils ont rencontré un cabinet de consultants qui était spécialisé sur l'évaluation des politiques publiques. Et en fait, c'est lui qui est devenu le partenaire du projet. Donc là, on est bien dans la première option que vous aviez imaginée. Finalement, ce n'est pas tant le destinataire final qui est peut-être la meilleure cible, mais c'est cet intermédiaire qui, lui, est dans une situation où il va répondre à des appels d'offres, à des commandes publiques, et il a besoin de se différencier par rapport à la concurrence. Et donc, c'est avec un cabinet de consultants que le projet a commencé à avancer. Présentation de la méthodologie à ce cabinet de consultants. On est sur du savoir-faire secret, donc la confidentialité était un élément absolument crucial. Donc ça a été là un dossier où c'était pas simple à la fois de leur mettre la méthode sur la table et qu'ils puissent véritablement voir si ça les intéressait, tout en garantissant la confidentialité pour que si l'accord ne se faisait pas, tout parte dans la nature. Et puis, ça a abouti donc, à un contrat de communication de savoir-faire, c'est-à-dire un véritable transfert du résultat, de la méthodologie, où le cabinet de consultants a intégré la méthodologie développée par les chercheurs dans leur propre procédure, dans leur propre méthodologie cabinet et la déploie sur des situations, notamment sur des décisions de l'évaluation de politique publique dans des communautés d'agglomération. Ils sont plutôt sur cette cible-là. Et dans le savoir-faire, dans le contrat a été prévu la possibilité pour les chercheurs d'avoir accès aux données développé par le cabinet, avec cette idée que pour eux, l'enjeu n'était pas le transfert, même s'il y a un petit retour financier pour le labo et pour les chercheurs à titre personnel, mais l'enjeu était avant tout d'avoir accès aux données collectées par le cabinet de consultants. Donc ça a été contractuellement prévu dans le contrat de communication de savoir-faire, et ça a été d'ailleurs un des éléments de négociation du prix, l'accès aux résultats, a été en quelque sorte un des éléments qui fait que le prix a été un peu diminué parce que le labo était vraiment demandeur d'avoir, et pour eux ça avait une valeur extrêmement importante. Donc sur ce projet-là, on est sur un budget limité, à peu près 1 000 €, c'est-à-dire quelques frais d'outils de communication, de déplacement, une enveloppe solo, donc un budget extrêmement tout à fait limité, pris en charge par le service de Valo, et un projet qui a duré à peu près 18 mois entre la première visite sur un... finalement, il y a eu une première rencontre. 2-3 mois après, donc il y avait la première édition du Salon des maires de France auquel ils sont allés.
Et puis finalement, l'année d'après, ça a pu donner quelque chose. Donc on est là sur un délai qui, parmi les projets qu'on accompagne, c'est bien, on est content quand ça ne dure pas plus d'1 an et demi. C'est loin d'être la majorité des cas. Donc vous n'étiez pas loin d'une situation qui est réelle. Et ce contrat a 2 ans. Et donc l'année dernière a été signé en parallèle avec le labo 2 autres dispositifs ont été mis en place de la collaboration. Le cabinet fait un retour très positif. Donc un contrat de collaboration de recherche où ils essayent là de vraiment travailler sur un projet de recherche. Donc on repart sur une phase très amont pour développer et adapter la méthode sur d'autres types de collectivités publiques. Et puis également, un des enseignants-chercheurs a utilisé un dispositif que l'on a en France, qu'on appelle le concours scientifique, c'est-à-dire qu'il est maintenant à 20% de son temps collaborateur du cabinet sur une mission d'expertise. Donc on sent là que les liens se sont vraiment tissés de façon assez étroite entre ce cabinet et puis le labo. Voilà un premier exemple. Est-ce que vous avez des questions ? Les 2 groupes de devant, donc travaux de recherche en psychologie pour comprendre les mécanismes de compréhension de l'implicite des textes. Donc vous voyez, ça c'est la question qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut déjà se faire comprendre par un partenaire éventuel. Donc là aussi, 3 questions. À qui ça s'adresse ? À qui ça peut s'adresser ? Comment on peut permettre à un partenaire de s'en servir ? Et à quel prix on peut le vendre ? Voilà, donc la première question, à qui ça s'adresse ? Donc on a pensé que les résultats de cette recherche concernant les mécanismes de compréhension de l'implicite des textes pouvaient intéresser 2 types de milieux, le milieu de l'enseignement et plus particulièrement donc les apprenants plutôt jeunes qui doivent apprendre à comprendre des textes où il y a une part d'implicite. Donc c'est pas le développement de la lecture, mais c'est la compréhension des textes. Et un autre milieu qui nous semblait intéressant, c'est le milieu médical, puisqu'on sait qu'il y a dans certaines pathologies cérébrales une incapacité justement acquise cette fois de comprendre l'implicite dans des textes, comme par exemple dans des cas de démence ou de schizophrénie. Donc on avait identifié ces 2 milieux. Alors comment, sous la forme plutôt d'un outil informatique, donc d'un logiciel qui pouvait être à la fois pédagogique ou un logiciel de remédiation, de revalidation. Donc 2 usages possibles de ce logiciel. On l'aurait appelé Tacite. Non, parce que j'ai vu le slide suivant, donc je ne dis pas ça. Mais bon, c'est une bonne idée. Là, vous auriez été très forte. J'aurais été très forte. Donc ça, c'est l'idée d'un outil plutôt multimédia dans la mesure où on pense que la compréhension de l'implicite dépend aussi du texte, mais dépend aussi... Ah oui, c'était des textes, donc l'oral, ok. Donc, enfin, on peut imaginer du multimédia. Qu'on va protéger, donc ce logiciel, on va le protéger par des droits d'auteur. On a discuté open source ou pas open source, en tout cas, quand même se donner la possibilité de gagner des sous, c'est-à-dire ne pas vendre le logiciel une fois pour toutes, mais vendre plutôt des services en fonction des profils d'utilisateurs. Éventuellement, ça c'est ce que vous venez de dire qui nous a donné cette idée. On pourrait aussi chercher un éditeur de logiciels pédagogiques, par exemple, et comme le cabinet de consultants, mais là jouer plutôt un partenariat avec un éditeur de logiciels. On se garderait une partie formation qui serait aussi payante. Donc business. Un petit peu, oui. Vous voyez que les psys peuvent penser au business aussi. Et pour développer tout ça, on ferait bien sûr appel au fonds de maturation. Et on ne sait pas très bien
quel prix on va vendre ça, mais comme on est un spécialiste des prix... Alors ça, c'est vraiment l'art de donner la patate chaude. Oui, absolument. D'autant plus que le spécialiste des prix ne peut pas donner grand-chose, étant donné que... Il n'a pas beaucoup d'éléments. Il n'a pas beaucoup d'éléments. Donc, à partir du moment où on saurait définir, d'abord dans une première partie, un prix de revient en règle générale, et puis un prix de vente de ce type de logiciel sur un marché, là, on pourrait évidemment proposer un prix. Mais bon, là, évidemment, je ne sais pas faire grand-chose. Allez, on accepte. Merci. Alors, deuxième proposition. Je disais que c'était un groupe assez mixte en termes d'horizon professionnel, puisqu'il y avait ingénieurs, politologues, économistes et psychologues. Donc on a d'abord un peu réfléchi sur la définition de l'implicite, et on a découvert que ça recouvrait un implicite. C'est que l'implicite, notamment, est intéressant. On le retrouve dans l'humour, on le retrouve dans la poésie, et finalement, également dans les mécanismes de persuasion. Et donc, on s'est dit que ça pouvait intéresser les agences de publicité et de communication. Visiblement, c'est une cible à laquelle on a pensé aussi à ma droite, à ma gauche. Voilà. Se disant que probablement, ils auraient plus de sous à donner. Alors, au niveau de la stratégie, on s'est dit que on n'a pas encore l'idée précise, mais évidemment, on devrait essayer de leur vendre une idée de façon implicite, de façon à ce que s'ils l'achètent, ils soient persuadés de la force de l'implicite. Alors, donc voilà, on disait on va peut-être faire un folder. Alors, il y a une idée là, ici, qui émerge. C'est du déjà vu, en fait. Mais donc, ça n'a rien d'original. Mais on pourrait imaginer, par exemple, une communication en 2 temps. Un message du genre « Voulez-vous qu'il vienne vous manger dans la main ?» Et dans un deuxième temps, la semaine suivante, on se rend compte que c'est quelque chose qui est relatif à des croquettes pour chats. Vous voyez, donc on joue sur l'implicite. C'est pas exactement l'idée qu'il faudrait, mais voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là, de sorte que le partenaire potentiel ayant fait l'expérience de l'efficacité sur lui-même, il sera enclin alors à être demandeur d'en savoir plus sur les procédés de compréhension implicite qu'on pourrait lui vendre, enfin qu'on pourrait l'aider à développer pour que lui-même puisse le vendre à un utilisateur terminal. Donc vous avez votre stratégie de com déjà. C'est bien. Dans les grandes lignes. Donc si je déroule un petit peu ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a développé. Donc effectivement, Tacite, on n'est pas loin de peut-être ce que vous aviez imaginé. Donc on a bien au bout du compte une interface avec une question qui est emblématique, qui nous a souvent servi d'exemple, c'est « il miaule ». L'implicite veut que ce soit donc impérativement un chat. Et donc pour des jeunes enfants notamment, c'est une compétence qui est en fait difficile à acquérir pour certains d'entre eux. En tant que thérapeute de couple, j'ai entendu aussi pas mal de femmes de ça de leur mari. C'est pas forcément un chat. Donc du coup, dans notre projet, donc, ce sont des psychologues qui travaillent sur ce projet et assez vite, c'est la raison pour laquelle je pense que sur la pub, il y a vraiment des choses à faire, mais pour eux, d'emblée, quand ils ont commencé à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire de ce projet au-delà donc d'une approche purement publication académique, pour eux, la cible, c'était effectivement d'autres professionnels, c'est-à-dire des enseignants, puisque c'est des collègues qui travaillent déjà beaucoup en lien avec les centres de formation des maîtres, et du coup, sur ce projet-là, on n'a même pas eu à vraiment creuser qui pourrait être partenaire. C'était cette cible-là. On a réfléchi maintenant à d'autres cibles possibles, potentielles, mais on était bien sur un projet tourné vers l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Une des premières choses, ça a été de déposer la marque, parce qu'ils avaient commencé à utiliser Tacite, donc testing, adaptative, compréhension implicite des textes. Ils avaient utilisé cette dénomination, le libellé long et court, dans pas mal de leurs publications. Et
avec peut-être un peu de, entre guillemets, d'inquiétude, peut-être pas fondée, mais on ne sait jamais. Ils craignaient en fait que des éditeurs ou des consultants utilisent cette dénomination parce qu'effectivement, c'est un secteur où on trouve pas mal d'outils aussi sur le marché des logiciels. Donc, on a fait un dépôt de marque au niveau européen sur ce libellé. Là aussi, dépôt d'enveloppe solo pour dater les résultats. Dépôt de logiciels, puisque derrière notre interface web, c'est 3 logiciels en fait qui ont été développés et interconnectés, et également, je ne l'ai pas mentionné, mais dépôt de base de données, puisque tout va reposer en fait sur cette architecture. Une phase de maturation qui a été importante, vous allez voir tout à l'heure les budgets, puisque les psychologues avaient testé sous format papier leurs tests, donc eux-mêmes se mettaient en situation de test avec quelques enseignants dans quelques classes. Ils avaient vu qu'ils avaient des résultats intéressants, qu'il y avait de l'intérêt parmi leurs collègues enseignants du primaire. L'objectif pour eux était de pouvoir aller un peu plus loin, donc ils se sont débrouillés, on va dire, avec un copain informaticien. Ils ont développé une petite interface pour pouvoir faire passer des questionnaires en ligne, parce qu'ils voulaient pouvoir mesurer l'impact, si ça a influencé sur la compréhension et les résultats qu'ils obtenaient, de les faire passer en version papier ou en ligne. Donc c'était important pour eux de pouvoir avoir un retour sur cet élément-là. Et puis c'était tout à fait concluant, il fallait aller plus loin, donc maturation technologique et notamment donc recrutement d'un informaticien dédié au projet qui va travailler avec eux. Donc là vraiment constitution d'une équipe ressources qui va travailler avec eux à la fois pour concevoir les briques logicielles et développer l'interface web. Dans le même temps, les chercheurs ont continué à travailler puisque leur idée était là d'avoir un outil qui puisse proposer donc, à d'autres professionnels. Donc, ils avaient à ce moment-là une centaine d'items, c'est-à-dire nos fameuses petites questions. Ils miaulent, peut-être que ce n'est pas seulement qu'un chat, mais et d'autres questions. Ils en avaient une centaine au début du projet qui avaient été évaluées, calibrées, c'est-à-dire dont le niveau de difficulté est évalué pour adapter les questionnaires en fonction du niveau de l'enfant. Et là, l'objectif était d'arriver à peu près 1 millier d'items avec une tranche d'âge élargie entre 7 et 14 ans. Donc, vous voyez que là, parallèlement à la maturation du projet, on avait bien la dimension scientifique qui continuait pour amener le projet à un niveau tel qu'il puisse être proposé à des partenaires extérieurs. Sur la fin de la maturation, qui a duré 14 mois à peu près, donc on a commencé à travailler aussi sur des outils de communication, démarchage sur des salons professionnels, diffusion dans des réseaux, dans les réseaux professionnels. Là, c'est un élément extrêmement important de diffusion de l'existence, démonstration sur site. Donc les chercheurs eux-mêmes, et là on voit bien que sans cette relation chercheur chargé de valo, rien ne peut se passer. Les chercheurs eux-mêmes se sont fortement impliqués sur ce projet et ont fait beaucoup de présentations de leurs outils dans des écoles ou des instituts de formation des maîtres. Donc, aujourd'hui, ils terminent une phase de test en situation réelle sur une centaine de classes. L'objectif là n'était plus de valider les items ou de valider la méthode, mais de valider que les serveurs informatiques étaient capables de supporter la charge et donc de pouvoir assurer une continuité de service. C'est un des points qu'on évoquait tout à l'heure, entre la très bonne idée qui tourne à toute petite échelle, qu'on travaille avec 2-3 collègues enseignants, et puis être capable de proposer une plateforme web accessible tous les jours de la semaine, en toutes circonstances, et dont on va faire payer l'accès du coup, et qui, une fois sur deux, vous auriez un joli écran suite à un problème technique, c'est pas accessible, c'est impossible. Donc ça, c'était vraiment une grosse difficulté dans le projet, c'est-à-dire être capable, si ça marche, de pouvoir accueillir un nombre de classes important. Et
là, actuellement, et d'ici la rentrée, donc on est dans une phase de signature des premières licences. Donc là, on est bien dans une logique où ça va être un accès payant. Ce qui a été, alors la fixation du prix, ça a été des débats très très longs. Les chercheurs étaient pour que ça soit, bon, bien évidemment, ils sont dans une logique, il faut que ça puisse servir au maximum de classes, donc d'être sur des prix extrêmement bas. Nous, on avait quand même minimum d'exigence qui est un minimum de retour financier. Donc on est parti sur un principe d'une licence par classe pour l'année scolaire, avec un tarif qui sera de 35 € par classe. L'idée est que, admettons, si l'établissement ne souhaite pas utiliser l'outil, qu'un enseignant à titre personnel puisse éventuellement financer lui-même cet outil. On est sur le prix d'un gros manuel utilisable par un enseignant. Donc, voilà la stratégie qui a été envisagée. Donc là, clairement, l'objectif sur le business plan, le modèle économique qu'on a imaginé, ça serait d'être à minima sur 500 à 600 classes pour avoir donc des retours financiers qui permettent de financer, non pas à plein temps, mais à temps partiel, un informaticien qui reste indispensable à la fois pour améliorer le dispositif et assurer sa maintenance. Budget de propriété intellectuelle, 700 €. Budget de maturation, 100 000 €. Donc sur ce projet-là, c'est un projet qui a été accompagné sur plusieurs années, où on a mis en œuvre différents outils financiers. Donc vous voyez là, on est sur des investissements qui peuvent être lourds. Ça fait plus de 3 ans qu'on suit ce projet. Et donc aujourd'hui, on réfléchit avec les chercheurs pour repartir de tout, on va dire, avoir peut-être des économies d'échelle, c'est-à-dire développer d'autres briques sur d'autres types d'apprentissage qui pourraient s'inscrire dans la même démarche. Voilà ce qu'on a mis en place sur ce projet. Oui ? C'est un logiciel complémentaire. Et pour les 2 derniers groupes, donc on est sur un secteur en géographie où on travaille sur l'étude du climat à l'échelle fine. C'est ce qu'on appelle un terroir, une parcelle, donc des études extrêmement localisées sur l'évolution du climat. Donc même question, à qui on s'adresse, à qui ça peut rendre service, qu'est-ce qu'on peut proposer comme service à rendre, et à votre avis, comment ça peut s'articuler avec le laboratoire? Ok, ouais. Donc comme il nous reste assez peu de temps et qu'on a réfléchi d'une manière très concentrée, donc ici nous ce qu'on propose, on propose de s'adresser à un public de viticulteurs avec comme proposition spécifique de procéder nous-mêmes à des relevés locaux, puisqu'il s'agit d'échelles fines en matière de climatologie sur les terroirs. Donc plutôt de viticulteurs haut de gamme, des gens pour qui c'est très important d'avoir une planification à long terme des cépages, et donc qui ont vraiment, pour lesquels les données climatologiques ont une importance stratégique essentielle. Alors nous, après, en labo, on procède à une confrontation entre nos analyses de terrain et des données disponibles plus diachroniques et macro. Et de tout ça, ne me demandez pas comment, mais de tout ça, on est capable de proposer à l'utilisateur une interprétation avec une valeur prédictive. Donc ça, c'est notre proposition spécifique. C'est sous forme de prestation de service, hein, donc il n'y a pas de mise en place plus avant que ça, donc c'est des prestations de services ponctuelles. Comment est-ce qu'on se fait connaître? On peut se proposer de se faire représenter ou d'être présent à des foires vinicoles et aussi par la presse spécialisée. Qu'est-ce qu'il fallait encore? Le type d'articulation. Oui, on trouvait que c'était une bonne idée aussi, mais ce n'est pas vraiment l'articulation, mais dans une dimension win-win, effectivement, dans l'agrément qui est signé, les chercheurs se réservent le droit d'exploiter à des fins de recherche académique les données locales récoltées. Donc ça fait partie aussi d'un projet comparatif académique plus large. Merci, c'est très carré. J'ai senti que ça suscitait des réactions chez vos concurrents. Oui, on va gagner.
Voilà, ben, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un projet à la fois assez proche, mais différent quand même. Donc notre public cible, c'était soit des petits agriculteurs, ou alors des agriculteurs à plus grosse échelle, mais qui travaillaient par parcelle. Donc notre but, en fait, c'est également de faire des prédictions météo, mais par petites parcelles. Ça peut être pour des viticulteurs, mais d'autres types aussi d'agriculture. Et on avait comme client soit vraiment l'agriculteur particulier ou alors une coopérative qui travaille alors auprès de tous ces agriculteurs et qui, pour nous, on reviendra au prix après, peut nous apporter peut-être un bénéfice plus important et donc des possibilités de développement aussi plus importantes. Et donc l'idée, c'est d'installer autour de la parcelle des senseurs, des capteurs locaux qui sont... comment expliquer de façon simple, on va dire combinés avec les informations météo locales et nationales. Et la combinaison de ces deux éléments forme un rapport prédictionnel combiné en temps réel qui peut être constamment actualisé par l'agriculteur. Il peut par exemple le recevoir sur son smartphone de manière en temps réel et donc tout le temps être informé des derniers événements météo. On a beaucoup parlé du prix. Alors le prix, il ne peut pas être fixé comme ça directement sans faire une étude de marché réelle et une enquête aussi réalisée par différents acteurs et auprès aussi des agriculteurs. Mais il y avait plusieurs possibilités, soit faire payer en fonction des bénéfices engrangés par les agriculteurs, soit en fonction de la taille de la parcelle, bref, en fonction du profil, mais on n'avait pas détecté de prix exact, mais en tout cas, on partait sur au moins le fait de faire payer les capteurs plus la main-d'œuvre, et après, il fallait voir comment on faisait payer le logiciel, est-ce qu'il y avait une partie gratuite et une partie premium avec des services en plus, enfin, c'est à développer. Et donc, les retours sur le labo, c'était un retour vraiment interdisciplinaire pour plusieurs labos qui travaillent ensemble, avec des sociologues, des géographes, des linguistes, etc. Et donc, ça peut être, par exemple, pour une étude de sociologue, ça peut être comment peuvent être améliorées les conditions socio-professionnelles des agriculteurs. Est-ce que ce type d'outil peut avoir un impact sur leurs conditions? Et si oui, comment est-ce qu'on peut retourner vers les politiques et créer des politiques agricoles au sens large qui peuvent favoriser le développement de l'agriculture? Voilà. Merci beaucoup. Vous allez voir qu'on est un petit peu... Quand même, vous avez bien ciblé le secteur. Donc là, on est sur des travaux de recherche en fait, où l'expertise des chercheurs aujourd'hui, elle est dans le secteur viticole, avec un objectif pour eux d'être sur d'autres cultures. Ils pensent notamment au secteur des appellations d'origine, où l'impact du climat peut avoir une importance forte, et puis sur des produits avec une valeur ajoutée relativement substantielle. Alors, ils sont confrontés aujourd'hui à une situation où ils sont très repérés en fait dans ce secteur. Ils ont une expertise vraiment avérée et surtout, ils ont la particularité. Donc, c'est des gens qui sont bronzés toute l'année. Puisqu'ils travaillent beaucoup sur les grands domaines viticoles, Afrique du Sud, Chili, Argentine. Donc, ils commencent aussi à travailler avec l'Australie. Donc, c'est vraiment des globetrotters. Et ils sont dans une situation où le laboratoire, on est un peu à la limite de ce que le laboratoire peut supporter comme activité de prestation. Donc là, clairement, on est dans cette situation où il y a déjà une activité et on essaye d'organiser, ils essayent d'organiser l'étape d'après. Donc leur projet, là, c'est créer une entreprise à partir de cette expertise, avec le développement d'une interface web de suivi climatique, ciblée viticulture aujourd'hui, et puis donc, avec leur expertise du labo, d'être en capacité de faire une expertise fine pour le viticulteur, notamment sur le choix des cépages à planter et également sur l'organisation des vendanges, qui sont des éléments extrêmement déterminants. Le projet de création d'entreprise, il est porté par un jeune docteur qui a soutenu en décembre dernier. Et
avec la collaboration de 2 enseignants-chercheurs qui, eux aussi, donc, bénéficieront du dispositif de ce qu'on appelle le concours scientifique, donc travailleront à hauteur de 20% de leur temps dans l'entreprise créée en tant qu'experts, avec cette idée de garder une connexion extrêmement forte avec le labo, donc par un contrat de collaboration de recherche, pour toujours bénéficier des derniers résultats de recherche et renouveler, améliorer la méthodologie proposée au fur et à mesure. Ils ont identifié des concurrents de 2 types, des bureaux d'études qui sont déjà positionnés sur ce type d'activité, bien évidemment avec des méthodologies beaucoup moins performantes, mais quand même ils sont là et ils sont repérés par le milieu professionnel. Et puis un autre laboratoire de recherche en France, en Bourgogne, qui développent une méthodologie relativement proche et a priori, ils ont un coup d'avance pour créer leur entreprise, mais ils sentent bien qu'il y a une contrainte de temps qui est assez forte. Donc aujourd'hui, on est sur la phase de maturation, donc d'accompagnement de ce projet de création d'entreprise. On essaye de réduire les délais au maximum. Donc, dépôt de marque, développement technologique sur 2 niveaux. Vous avez parlé de réseau de capteurs tout à l'heure. Donc il y a bien cet enjeu d'installer sur les parcelles donc, des réseaux de capteurs qui permettent une analyse la plus fine possible. Et pour eux, l'enjeu, c'est la collecte des données, c'est-à-dire comment ils récupèrent les données. Donc là, l'objectif de la maturation, c'est notamment de coupler des systèmes de capture de mesures avec des technologies GPS pour pouvoir collecter à distance les résultats des mesures en temps réel. On est en train de travailler aujourd'hui sur le positionnement concurrentiel et la politique tarifaire. Donc on est sur un modèle, aujourd'hui on est plutôt dans une logique d'abonnement annuel avec des prestations qui sont, là aussi vous parliez de premium, on y pense, c'est-à-dire un abonnement de base et puis des options possibles pour enrichir la gamme des services. On est plutôt sur une installation des capteurs qui est à la charge de l'entreprise, ou tout au moins c'est noyé dans le prix global, mais on se dit qu'on ne fait pas acheter le matériel par l'entreprise viticole en se disant que ça peut être un frein. Ils peuvent se dire on ne va pas acheter du matériel si l'année prochaine on ne veut pas renouveler notre abonnement. Donc on est plutôt sur une logique de package. Et là, donc actuellement, on est sur ce que nous on appelle une business unit, c'est-à-dire sur cette phase vraiment d'accompagnement de la création d'entreprise. Ils sont hébergés au sein de l'université. Ils vont avoir des premiers contrats dans les mois qui viennent pour justement avoir les premiers clients et être plus costaud, on va dire, lors de la création proprement dite, qui est programmée, je l'ai mis juste après, début 2013. Donc aujourd'hui, on est sur un budget de maturation de 63 000 € sur la première phase, avec recrutement de 2 compétences complémentaires dans l'équipe, un électronicien et un informaticien, donc pour travailler sur la connexion GPS et puis le développement de l'interface web. On travaille sur le projet depuis une année à peu près. Et l'entrée avec une très belle faute est prévue donc, dans l'incubateur régional. Donc, ce sont les dispositifs vraiment de création d'entreprise. Donc, fin 2012, création juridique de l'entreprise, début 2013. Donc là, ils ont, on va dire, 6 mois pour terminer la maturation technologique, commencer à avoir quelques premiers contrats, pour démarrer l'activité proprement dite début 2013, sachant que le docteur qui va porter le projet, aujourd'hui il est en post-doc, il termine au 31 décembre et l'objectif c'est d'essayer qu'il ait un contrat de travail pour enchaîner en janvier. On ne dira pas qu'il aurait un salaire dès la fin janvier parce que ça c'est une autre problématique. Voilà, Pierre vient à l'instant de me dire que mon temps était écoulé, donc merci de votre attention. Je voudrais donc remercier Béatrice et puis vous remercier à tous pour votre participation. Je pense que l'avantage de travailler en petits groupes comme ça, c'est que vous voyez comment ça fonctionne. Quand vous avez un projet, eh bien, il faut aller voir votre service de valorisation, il faut discuter avec eux et ça se fait parfois par du brainstorming et c'est comme ça que ça démarre. Parfois, ça débouche sur des projets valorisés. Parfois, ça s'arrête là parce qu'on se rend compte que non, c'est pas la voie de la valorisation qu'il faut faire. Mais l'essentiel, c'est vraiment la discussion avec
les valorisateurs de vos institutions. Et c'est pour ça aussi qu'on organise ce séminaire aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire peut-être aussi que si ceux qui partent avant que le ministre n'arrive, c'est très mal. Mais si vous le faites, il y a une feuille d'évaluation qui est dans vos fardes. C'est important pour nous. Parce que c'est la première fois qu'on organise ce genre de séminaire pour un public sciences humaines. On a besoin d'avoir votre retour sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc. Ça vous prend très très peu de temps. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Merci d'avoir joué le jeu, parce que c'est jamais facile de travailler en petit groupe. Et je crois qu'effectivement, le message, c'est vraiment que la Valo, c'est un travail d'équipe où on a besoin de compétences complémentaires. Donc je vous souhaite de beaux projets. Merci beaucoup. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est... Donc, vous avez tous été dans un des deux ateliers. L'idée, c'est que maintenant, les deux animateurs de ces deux ateliers vous fassent un bref compte-rendu de ce qui s'est passé dans leur atelier. Et donc, je vais introduire successivement d'abord Béatrice Vial et Patrice Martin ensuite. Donc, l'atelier de Béatrice Vial s'intitulait « Stratégie de valorisation en sciences humaines et sociales ». Et je lui laisse la parole. Merci Pierre. Alors, je ne suis peut-être pas la plus à même pour avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé, mais en tous les cas, l'idée dans cet atelier était de balayer des outils, des méthodologies qu'on peut mettre en œuvre, c'est-à-dire comment on démarre, comment on détecte un projet, de rebalayer les grandes étapes qui peuvent amener à faire un projet de valorisation, qui peut prendre différentes formes, que ce soit un contrat de collaboration de recherche, un projet de transfert de résultats vers un partenaire, de création d'une nouvelle entreprise, quand on considère que c'est la meilleure stratégie. Comment, alors, vont se poser tout un tas de questions. Comment on va protéger nos résultats? Est-ce qu'ils ont une valeur pour un partenaire? À qui on va s'adresser? Donc, autant de questions qui ne sont pas le quotidien d'un labo de recherche, et c'est tout à fait normal. Donc, qui vont amener, en fait, les enseignants-chercheurs à se positionner sur des thématiques qui ne leur sont pas toujours familières. Et puis, après avoir essayé de dresser ce panorama, je les ai mis à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on a travaillé en petits groupes, 5 groupes. J'étais partie de 3 cas sur lesquels nous-mêmes on travaille en ce moment en région Bretagne, dont je suis originaire. Et là, je tiens à remercier l'ensemble des participants qui ont bien volontiers joué le jeu et se sont livrés à l'exercice. J'étais partie sur des intitulés très lapidaires, justement pour aussi leur laisser un peu de marge d'imagination et qu'ils soient les plus créatifs possibles. Et puis, les 5 groupes ont donc proposé leur propre stratégie. Donc, en fonction des thèmes, on était sur de la climatologie à échelle fine. Qu'est-ce qu'on peut en faire? À qui ça peut servir? On était sur des résultats de recherche en psychologie pour aider et comprendre comment on acquiert la compréhension de l'implicite dans un texte. Et puis le 3e exemple, des travaux de recherche en économie sur l'évaluation des politiques publiques. Donc chaque groupe nous a proposé sa stratégie. Certaines d'ailleurs, on voyait qu'il y avait déjà des solutions concurrentes qui pouvaient émerger, donc avec des approches un peu différentes, mais où il fallait déjà bien les démarquer. Et puis en conclusion, j'ai présenter ce que nous-mêmes, la réalité, c'est-à-dire où on en était sur ces 3 projets. L'un avec un contrat avec un cabinet de consultants, un autre projet qui a donné lieu donc, au développement d'une interface Internet avec donc, des licences d'utilisation sur le projet de psychologie pour des écoles, et puis le dernier projet sur la climatologie, où on est en cours d'accompagnement d'une création d'entreprise. Donc à la fois l'intérêt peut-être de l'atelier, c'était de reposer des éléments peut-être plus méthodologiques sur comment on accompagne un projet de valorisation, de montrer des exemples de projets réels en donnant un peu les grandes étapes que l'on est amené à suivre sur ce type de projet, donner aussi une idée du temps
qu'il faut pour accompagner ces projets. On voit que c'est quand même des processus relativement longs. Et puis ce que je retire de l'exercice en groupe, c'est on était déjà dans la co-construction d'un projet de valo, c'est-à-dire d'avoir des enseignants-chercheurs, des valorisateurs qui commencent à être dans une logique de brainstorming. Et c'est ça le quotidien d'un service valo, c'est-à-dire essayer avec les chercheurs de construire la meilleure stratégie, de ne pas arriver de notre part avec des idées arrêtées, et de la part du chercheur de pouvoir aussi s'emparer des compétences qui sont disponibles dans un service valo pour travailler plus sur des compétences qui ne lui sont pas familières, le marketing, le positionnement du projet, l'identification d'applications. Donc voilà un petit peu résumé ce qui nous a occupé pendant un peu plus de 2 heures. Est-ce qu'il y a des questions, surtout de la part de ceux qui n'étaient pas là, éventuellement, qui n'étaient pas dans cet atelier? On fatigue, on est tous fatigués. Ok, je passe la parole à Patrice Martin, qui animait l'atelier... Ah, une question. Ok. En fait, quand il était question des classes, donc du fait qu'ils avaient réussi à avoir des licences avec des classes dans des écoles, nous on a en fait un projet totalement différent, mais qui s'applique aussi à des classes dans l'enseignement. Et je me demandais en fait s'il y avait un moyen d'être mis en rapport avec les personnes du groupe pour voir un peu comment elles ont réussi à discuter au fond ces frais de licence, parce que c'est un point très difficile à discuter avec des écoles. Et donc voilà, c'est ce qui est moyen d'être en contact. Merci. Bien, je passe la parole à Patrice Martin, qui animait le groupe marketing des compétences. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Donc en fait, j'avais une ambition pour cet atelier, c'était de présenter une boîte à outils issue du marketing au sens large qui permettent en fait de vous faciliter la vie quand vous vous lancez dans des démarches de valorisation de compétences. Il était prévu que cette boîte à outils, je la mette en musique avec des exemples que j'avais dans ma besace. Et en fait, j'ai été tellement scotché par la qualité des interventions de ce matin que je me suis permis de m'appuyer surtout sur les cas que nous avions découverts tous ensemble afin de mettre en lumière quel était tel ou tel outil issu du marketing et qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement quand on le mettait en relation avec le cas pratique qui a pu être observé. Donc la règle du jeu que j'ai proposée aux auditeurs était donc celle-ci, de mettre en lumière ces différents outils, de les solliciter sur les réponses qui sont les leurs à la manière dont ils perçoivent le contenu de tel outil quand on le raccrochait à tel cas pratique du matin. Donc déjà pour moi, féliciter, vous allez dire il est bien marketing, celui-là il félicite son client, mais sans aller jusque-là, je trouve que c'était effectivement très très intéressant d'avoir cette possibilité d'ancrer les apports du marketing sur l'expression de cas pratiques fouillés tels que nous l'avons eu le matin. Alors un petit regret, c'est qu'on a souvent parlé des responsables de ces différents cas du matin sans avoir eu la chance de les avoir en live pendant la réunion. On n'a pas dit du mal d'eux de toute façon, mais ça aurait été sûrement intéressant d'avoir leur réaction aux différents propos que nous avons pu tenir en abordant tel ou tel outil. Alors ces outils, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est des outils essentiellement issus du marketing dans les relations de professionnel à professionnel, puisque qui dit valoriser des compétences dit souvent les valoriser auprès d'un public de professionnels, qu'ils soient privés ou publics. On a également vu certains outils issus du marketing de l'innovation, parce que vous êtes aussi porteur de compétences innovantes. Et il y a dans l'innovation, dans la vente de quelque chose sur des marchés qui n'existent pas, certains réflexes à avoir pour ne pas se disperser et pour se focaliser là où il y a vraiment du grain à moudre. Et on a ensuite vu certains outils issus de l'univers du marketing des services, comment donner de la valeur ajoutée à un service rendu, comment mettre en cohérence différents services pour accompagner le client vers des états désirés à forte valeur ajoutée pour lui. Donc voilà l'esprit des outils que nous avons abordés. Et je dirais en conclusion que ce qui me fait toujours le plus plaisir, c'est quand à la fin d'une intervention, des auditeurs qui n'y connaissaient rien en marketing viennent me voir en disant « Ah ben j'ai tout compris, et je vois déjà comment je peux appliquer ça, ça et ça ». Et j'ai eu le bonheur d'avoir quelques personnes qui m'ont dit ça à la fin de mon intervention. Donc j'ose espérer que l'évaluation de la satisfaction sera positive pour cet atelier. Et je remercie vraiment les personnes qui ont joué le jeu des cas ce matin, je le redis,
et bien sûr de tous ceux qui ont, parmi les auditeurs, joué le jeu questions-réponses bien volontiers, même Monsieur Tondeur. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à propos de cet atelier? Ok, eh bien, je vous... Très rapidement, un tout petit mot de remerciement, parce que je trouve cette initiative vraiment très intéressante. D'avoir mêlé retour d'expérience ce matin, atelier cet après-midi, c'est un format qui, à mon avis, devrait nous inspirer aussi de l'autre côté de la frontière. Donc merci beaucoup pour votre accueil et pour l'organisation de cette journée. Je vous libère de vos obligations. Merci beaucoup. Mais restez, vous restez. Je propose maintenant de passer à la suite. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Scone, qui est docteur en sciences économiques, qui est professeur à l'UCL, à l'ULG et à l'ULB, et qui est spécialiste en management territorial, et qui va maintenant nous parler des perspectives et de la contribution des sciences humaines et sociales au développement wallon. Merci Madame. Alors vous avez pu constater que je réalise déjà le vœu de lieu, puisque enseignant dans 3 universités, les principales, je suis un bon petit soldat, je me suis déjà adapté. Bien. Alors ça, c'est la première légitimité à partir de laquelle je parlerai. La seconde, tient au fait que dans une vie antérieure, dans un cabinet ministériel, j'ai dirigé les relations extérieures, ainsi que tout ce qui concernait la recherche et le développement, et ce qu'on appelait à l'époque les technologies nouvelles. Et donc, ça me permet d'avoir un statut hybride qui, espérons-le, me permettra de parler de 2 points de vue en essayant de les croiser. Et ce que je dirais, c'est à la fois le fruit de mon expérience et le fruit de ma réflexion. Alors, si vous le voulez, j'ai présenté ici de manière extrêmement succincte sur un PowerPoint ce que je vais dire. Alors, je n'ai pas voulu être trop précis parce que je me suis dit, si mon ami Alain met dans la farde mon exposé, il n'y aura plus personne. Et donc, étant volontairement succinct, mais ce n'est pas dans la farde, quelque part, ça me permettra, j'espère, de capter votre attention. Alors, si vous voulez, dans une introduction, je voudrais expliquer quelle était ma démarche de raisonnement. Je me suis dit, au fond, la thématique de la contribution des SHS au développement, fut-il wallon, c'est quelque chose qui peut être présenté de différentes manières. Donc je me suis dit, quel est le point de vue auquel je peux me référer? Et j'ai pris celui, j'ai regardé le document qu'on nous a transmis, de la valorisation. Et donc, avant d'arriver à cette contribution, je me suis dit, d'abord, il faut construire un référentiel. C'est-à-dire, quelle est la référence à partir de laquelle je vais faire mes considérations? Ça nécessite 2 choses. 1, qu'on se mette d'accord sur l'acception d'un certain nombre de termes. Et 2, concrètement, bonjour Madame Bex. Et deuxièmement, peut-être présenter une méthode déjà à partir de laquelle nous pouvons partir et qui permettra de déterminer la contribution des SHS au développement wallon. Et enfin, non pas conclure, parce que je crois qu'on ne peut pas conclure là-dessus, mais établir un certain nombre de perspectives, parce que je pense que ce type de réunions et lieux notamment peuvent être le cadre d'une réelle mutation au niveau wallon, par rapport notamment à ce que les autorités politiques souhaitent que l'on fasse. Alors, tout d'abord, le référentiel. Nous sommes bien d'accord, contribution égale valorisation. Mais évidemment, il pourrait y avoir, et nous le verrons, d'autres manières de présenter la problématique de la contribution. Alors, premier élément, la dimension du développement. Je me base un peu sur ce qu'a dit notre ami Joseph ce matin. Il est clair que le développement n'est pas seulement conçu comme le développement économique. Ça peut être le développement social, le développement culturel, le développement sportif, tout ce qu'on veut très concrètement. Il a parlé de cohésion sociale, il a parlé de mettre l'humain au centre de. Et là, évidemment, il y a un enjeu fondamental sur lequel les sociétés politiques doivent se définir. Je dirais simplement ceci, c'est que
il faut à la fois s'intéresser au substantif et au qualificatif. Quand on parle de développement économique, on entend bien économique, mais il faut se poser la question du développement. Alors, d'une manière générale, je dirais, et notamment par rapport au débat qu'on pourra avoir dans l'avenir sur le développement durable, on doit d'abord s'interroger sur le développement lui-même. Si le développement, je tue l'économique, c'est l'économie du diable, vouloir qu'il soit durable, c'est une perversion. Et donc, on doit s'interroger sur le contenu des termes et leurs différentes acceptions. Développement, je le conçois, donc, dans une approche, je dirais, quasi polysémique. Deuxièmement, les modalités de contribution. Alors, les modalités de contribution, et je rappelle que j'ai choisi la valorisation, elles sont nombreuses, en fait, et elles sont complexes. Alors, je les situe, moi, entre deux bornes, un peu comme sur l'autoroute, où on peut un peu rouler où on veut, tant qu'on ne se fait pas prendre, entre, disons, la bande de gauche et la bande de droite. Quelles sont les bornes? D'un côté, il y a la recherche fondamentale, et de l'autre côté, il y a le développement. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je dis deux bornes? Parce que je ne suis pas dans la démarche qui consiste à dire on va de l'amont à l'aval. Non. Il est possible de se situer aussi bien à l'amont, à l'aval, de partir de l'amont vers l'aval, que de partir de l'aval et de remonter vers l'amont. Donc là, je crois qu'il faut être clair, parce que ça va déterminer à un certain moment la manière dont on va considérer les choses, et notamment la manière dont le politique va se saisir d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour lui dire des choses et pour que nous soyons concrètement entendus. Alors, entre ces deux bornes, qu'est-ce que je mets? Je mets plein de choses. Une espèce de boîte dans laquelle il y a une certaine articulation. L'information, la sensibilisation, la diffusion, la formation au sens large, le transfert, le tutorat, le coaching, le benchmark, l'expérience pilote, le partenariat, l'innovation, la valorisation, c'est sur cela que je vais marquer ma réflexion tout à l'heure, la coopétition, on coopère avec certains, mais en même temps on est en concurrence avec ceux-là, les concepts qui sont liés à tout ce qui est open source, coproduction, la veille, on a vu tous ces aspects tout à l'heure. Bon. Focus sur deux choses, l'innovation et la valorisation. Donc le concept d'innovation. Bon, j'ai été voir un petit peu à gauche et à droite. Alors c'est un peu comme les économistes. Il y a autant de pensées économiques qu'il y a d'économistes. L'avantage pour la profession, c'est qu'il y en a toujours un qui a raison. L'inconvénient, c'est que c'est jamais le même. Et donc quand vous êtes politique, c'est assez difficile de se fier à quelqu'un, puisque la vérité change de figure, de continent, etc., etc.